Ma belle-mère continue d'inviter l'ex-petite amie de mon mari à chaque dîner de famille parce qu'elle est la fille qu'elle n'a jamais eue. Alors, je lui ai posé un ultimatum. Quand j'ai épousé Matteo il y a 3 ans, je savais que son ex, Juliana, avait été sa petite amie à l'université. Ce que je ne savais pas, c'est que sa mère, Linda, avait pratiquement adopté Juliana comme sa propre fille pendant ces 4 années. Juliana et Matteo avaient rompu 5 ans avant notre rencontre, mais Linda n'a jamais lâché l'affaire. Elle gardait des photos de Juliana sur la cheminée, juste à côté des photos de famille. Elle l'avait toujours comme contact d'urgence chez son médecin et l'appelait chaque dimanche soir sans faute. Matteo disait qu'il n'y avait rien de mal à cela, que sa petite maman avait simplement du mal à laisser partir les gens. La première fois que j'ai rencontré Linda, elle a passé tout le repas à me comparer à Juliana. Juliana était plus grande. Juliana savait cuisiner le fameux ragoût de Linda. Juliana comprenait mieux l'humour de Linda. J'ai souri et supporté la situation, pensant qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter. Mais 3 mois après le début de ma relation avec Matteo, nous sommes arrivés au déjeuner du dimanche et Juliana était assise à table. Linda n'avait pas mentionné sa présence. Juliana a serré Matteo dans ses bras pendant 1 minute entière pendant que je restais plantée là, tenant la salade que j'avais apportée. Linda a dit qu'elle pensait que ce serait bien que tout le monde prenne des nouvelles. Juliana a passé tout le repas à parler de ses souvenirs avec Matteo. Des blagues privées, les voyages qu'ils avaient faits ensemble. Linda rayonnait comme si elle regardait son film préféré. C'est devenu la norme. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque dimanche ordinaire, Juliana apparaissait mystérieusement. Elle aidait Linda à cuisiner pendant qu'on me disait de me détendre au salon. Elle s'asseyait à ce que Linda appelait sa place à table. Elle savait où tout se trouvait dans la maison parce qu'elle avait encore une clé. Matteo se sentait mal à l'aise, mais il ne disait jamais rien de substantiel à sa mère, seulement de faibles protestations que Linda ignorait d'un geste de la main. Après nos fiançailles, je pensais que cela cesserait. Au lieu de cela, Linda a organisé une fête de fiançailles et a fait de Juliana la co-organisatrice non officielle. Juliana a fait un discours sur combien elle était heureuse que Matteo ait trouvé quelqu'un, bien que personne ne le connaisse comme elle. Linda a même filmé ça. À notre mariage, Linda a essayé d'asseoir Juliana à la table d'honneur de la famille. J'ai dû menacer de quitter ma propre réception avant que Matteo n'intervienne enfin. Juliana a quand même assisté au mariage comme accompagnatrice de Linda. Elle portait une robe rouge que Linda l'avait aidée à choisir et a pleuré pendant nos vœux assez fort pour qu'on l'entende sur la vidéo. Le mois dernier, c'était le dîner du réveillon de Noël. J'avais cuisiné pendant 2 jours. J'avais tout fait maison. Quand nous sommes arrivés chez Linda, Juliana était déjà là, portant un tablier qui disait « Chef Juliana », que Linda lui avait fait faire il y a des années. Linda a annoncé que Juliana avait fait sa fameuse farce et que nous utiliserions celle-là au lieu de la mienne. Elle a littéralement pris mon plat et l'a mis dans le réfrigérateur du patio pour les restes. Je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Matteo m'a suivi. Il a dit que j'exagérais, que ce n'était que de la farce. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez d'être polie. Au dîner, Linda a commencé sa routine habituelle d'histoire sur Juliana. À quel point Juliana réussissait dans son travail de marketing. Comment Juliana venait d'acheter une maison tout près. Et comment Juliana pensait à congeler ses ovules puisqu'elle n'avait pas trouvé l'homme qu'il faut, avec un regard appuyé vers Matteo. Alors Juliana a mentionné qu'elle prévoyait un voyage en Italie, le même voyage qu'elle et Matteo avaient prévu mais jamais réalisé. Elle s'est tournée vers Matteo et a dit que peut-être il pourrait enfin le faire en ami. Bien sûr, Linda a immédiatement suggéré que tout le monde devrait y aller ensemble. Un voyage de famille. C'est là que je me suis levée. J'ai remercié Linda de m'avoir prouvé qu'elle ne me verrait jamais comme faisant partie de la famille, et qu'après 3 ans de mariage, je n'étais toujours que la femme qui éloignait son fils de Juliana. Je me suis tournée vers Juliana et lui ai dit que c'était pathétique de continuer à rôder autour de la famille de son ex, en prétendant qu'elle y avait sa place, et qu'elle devrait peut-être trouver la mère de son propre petit ami à qui s'accrocher. Juliana a commencé à pleurer. Linda a commencé à crier au manque de respect.
J'ai continué et dit à Linda qu'elle pouvait continuer à choisir Juliana, mais qu'elle la choisirait au détriment de ses propres petits-enfants, parce que j'étais enceinte. J'en étais à 12 semaines. Et Linda ne connaîtrait jamais ce bébé si Juliana était plus importante que la femme de son fils. Matteo s'est enfin levé et a dit que nous partions. Linda a crié que nous ne pouvions pas partir, que c'était Noël. Matteo a dit que Noël était pour la famille et que clairement, je n'étais pas considérée comme de la famille dans cette maison. Nous sommes partis. Linda a appelé Matteo 43 fois cette nuit-là. Juliana lui a envoyé un message disant que j'avais tout gâché, que leur amitié était spéciale. Matteo a bloqué le numéro de Juliana et a dit à sa mère qu'elle avait un choix à faire, soit Juliana partait, soit nous partions, sans demi-mesure. Linda a choisi Juliana. C'était il y a 3 semaines. Le père de Matteo, dont Arturo, a appelé hier. Il a dit que nous devions avoir une réunion de famille parce que Juliana est enceinte du bébé de Matteo. J'ai besoin de savoir maintenant si on m'a trompé. J'ai besoin de savoir si mon mari a couché avec son ex et l'a mise enceinte alors que j'attends son enfant. Les mots sortent forts et durs. Matteo commence à parler vite, trébuchant sur ses mots. Il jure qu'il n'a pas touché Juliana depuis plus de 5 ans. Pas depuis qu'ils ont rompu, bien avant notre rencontre. Il dit qu'il a bloqué son numéro il y a 3 semaines, juste après Noël, et qu'il n'a répondu à aucun de ses appels ou messages depuis. Il agite les mains en parlant et les passe dans ses cheveux. Il dit que cela doit être un mensonge, que Juliana doit mentir ou que sa mère l'a incité à faire cela d'une manière ou d'une autre, mais je peux voir le doute dans ses yeux. Il se demande ce que Linda a pu faire, ce qu'elle a pu planifier. La panique dans sa voix me fait encore plus mal au ventre. Je lui dis que nous avons besoin d'une chronologie, tout de suite. Chaque fois qu'il a vu Juliana ou lui a parlé au cours de la dernière année. Il sort son téléphone avec des mains tremblantes et l'ouvre pour me montrer. L'écran affiche le contact de Juliana avec un symbole de blocage à côté. Il fait défiler son dossier de messages supprimés et il n'y a rien venant d'elle auquel il est répondu. Il ouvre son historique de localisation et commence à me montrer les dates, me montrant où il était différents jours, son travail, notre maison, la salle de sport, le supermarché, tous les endroits normaux où il va toujours. Nous nous asseyons à la table de la cuisine et je prends un carnet et un stylo. Mes mains tremblent tellement que le stylo glisse, mais je commence à tout noter. Matteo parcourt l'application de son calendrier mois par mois pour toute l'année passée. À chaque dîner de famille chez Linda, j'étais là avec lui. Chaque jour férié, chaque fête d'anniversaire, j'étais à ses côtés tout le temps. Il ouvre les relevés de sa carte de crédit sur son ordinateur portable et nous vérifions chaque dépense. Des restaurants où nous avons mangé ensemble. Des stations-service près de chez nous, la quincaillerie, le pressing. Rien de bizarre ou de déplacé. Nous faisons cela pendant 2 heures d'affilée. D'après tout ce qu'il me montre, il n'a pas été seul avec Juliana une seule fois au cours des 3 années où nous avons été ensemble. Les seules fois où il l'a vue, c'était lors de ces horribles dîners de famille où elle apparaissait et où j'étais assise là à les observer tout le temps. Il est plus de minuit quand j'arrête finalement d'écrire et que ma main est prise de crampes. Je regarde Matteo, il a l'air épuisé et effrayé. J'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre que lui parce que je panique et je n'arrive pas à penser clairement. J'appelle Violetta, même s'il est très tard. Elle répond à la 2e sonnerie et je peux entendre l'inquiétude dans sa voix quand elle dit mon nom. Je lui raconte ce qui s'est passé et elle dit qu'elle vient tout de suite. 20 minutes plus tard, elle est à notre porte avec Gonzalo. Ils sont tous les deux en survêtement, comme s'ils venaient de sortir du lit. Violetta me serre dans ses bras et je manque de pleurer, mais je me retiens. Nous nous asseyons tous dans le salon et je leur montre mes notes. Gonzalo lit tout pendant que Violetta s'assoit à côté de moi en me tenant la main. Gonzalo lève les yeux du carnet et dit que si Juliana est vraiment enceinte, un test de paternité prouvera tout d'une manière ou d'une autre. Il parle avec cette voix calme et logique qui rend les choses simples. Il dit que nous ne devrions prendre aucune décision ni nous disputer tant que nous ne connaissons pas les faits réels. Violetta hoche la tête et serre ma main. Ça a du sens quand il le dit comme ça, mais ça semble impossible de rester assise ici et d'attendre alors que je suis si en colère et si effrayée. Mon bébé grandit en moi en ce moment même et je ne sais pas si mon mari m'a trahi.
Je ne sais pas si Linda et Juliana mentent ou disent la vérité. J'ai l'impression que je vais vomir. Matteo essaie de rappeler son père, mais tombe directement sur la messagerie vocale. Puis Linda commence à appeler. Le téléphone de Matteo s'allume sur la table basse avec son nom et sa photo. Ça sonne et ça sonne. Il l'ignore. Ça s'arrête et recommence immédiatement. Cela se produit 17 fois de suite. Le son me rend folle. Finalement, Matteo répond et met le haut-parleur pour que nous puissions tous entendre. On entend la voix de Linda, en pleurs et parlant vite. Elle dit que nous devons aller chez elle tout de suite. Elle continue de dire que Juliana est dévastée et que Matteo doit assumer ses responsabilités et faire ce qu'il faut. Elle parle de réunion de famille et de responsabilité, et de comment nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Je tends la main et prends le téléphone de Matteo. Je dis à Linda que Matteo n'ira nulle part tant que Juliana n'aura pas fait un test de paternité. Si elle est vraiment enceinte, nous avons besoin de preuves médicales et nous avons besoin de savoir si c'est vraiment son bébé. Ma voix sonne plus forte que je ne me sens. Linda commence à crier. Elle me traite de personne cruelle qui essaie de détruire la vie de Juliana. Elle dit que Juliana ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi important. Elle continue encore et encore sur la façon dont j'ai toujours été jalouse de Juliana et que j'utilise maintenant cela comme excuse pour être horrible avec elle. Je l'interromps et lui dis que Juliana a été trop impliquée dans notre famille pendant des années. Je lui dis que Linda a permis chaque violation de limite et a justifié le comportement étrange de Juliana. Alors pardonnez-moi de ne pas croire tout le monde sur parole à ce sujet. Linda crie si fort que le haut-parleur du téléphone grésille. Matteo me reprend le téléphone. Sa voix est ferme maintenant. Il n'y a plus de panique. Il dit à sa mère qu'il ne discutera plus de cela tant que Juliana ne fournira pas de preuves médicales qu'elle est enceinte et qu'elle n'acceptera pas un test de paternité. Ce sont ses conditions et elles ne sont pas négociables. Linda commence à dire qu'il abandonne son fils et que je le manipule. Matteo dit que ce sont ses conditions, puis il raccroche. Le silence soudain dans la pièce semble lourd. Violeta et Gonzalo nous fixent. Mon cœur bat si fort que je peux le sentir dans ma gorge. Matteo pose son téléphone face contre table et me regarde. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Cette nuit-là, je suis dans la salle de bain en train de vomir pour la 3e fois. Le stress mélangé aux hormones de grossesse a complètement détruit mon estomac. Matteo s'assoit par terre à côté de moi, le dos contre le mur. Il continue de dire pardon encore et encore. Il jure qu'il n'a rien fait de mal, mais sa voix semble désespérée, comme s'il savait que je pourrais ne pas le croire. Je m'essuie la bouche avec une serviette et m'appuie contre la baignoire. Tout mon corps tremble. Je le regarde assis là et je réalise que je ne sais sincèrement pas si je fais confiance à ce qu'il me dit. 3 ans de mariage et je ne peux pas savoir si mon mari ment sur le fait d'avoir mis une autre femme enceinte. Cette pensée me donne envie de vomir à nouveau. Il essaie de me prendre la main, mais je la repousse. J'ai besoin d'espace pour penser, même si penser empire tout. Nous restons dans la salle de bain jusqu'à presque 3 heures du matin. Aucun de nous ne peut dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de Linda ou j'imagine Juliana avec Matteo, ou j'imagine mon bébé grandissant dans un foyer brisé. Le lendemain matin, j'attends que Matteo aille se doucher et j'appelle ma sœur Carolina. Elle vit dans un autre état, mais nous nous parlons chaque semaine. Elle répond à la 2e sonnerie et je peux à peine sortir les mots avant de commencer à pleurer. Je lui raconte tout sur Juliana disant qu'elle est enceinte et Linda exigeant une réunion de famille. Et comment je ne sais pas si Matteo m'a trompée. Carolina n'hésite même pas. Elle dit qu'elle réserve un vol tout de suite pour cet après-midi. Elle dit que j'ai besoin d'une famille qui soit vraiment de mon côté et qu'elle ne fait pas confiance à la version des faits de Matteo tant qu'elle ne pourra pas tout vérifier elle-même. Elle me dit de ne prendre aucune décision importante avant son arrivée. Entendre sa voix me fait me sentir moins seule, mais aussi plus effrayée, car si ma sœur perspicace ne croit pas automatiquement Matteo, alors peut-être que mes doutes sont valides. Cet après-midi-là, je récupère Carolina à l'aéroport. Elle me serre fort dans ses bras dans la zone des arrivées et je manque de m'effondrer à nouveau. Elle porte un jean et un blazer comme si elle venait directement du travail.
Sur le chemin du retour, elle me pose des questions détaillées sur la chronologie et le comportement de Matteo. Elle veut connaître les dates exactes et les interactions spécifiques. Je lui raconte tout ce dont je peux me souvenir pendant qu'elle prend des notes sur son téléphone. Quand nous arrivons à la maison, Matteo est assis à la table de la cuisine, l'air épuisé. Carolina marche droit vers lui et commence à lui poser des questions comme si elle interrogeait un témoin. Elle est assistante juridique et sait comment détecter les mensonges et les incohérences. Elle lui demande où il était à des dates précises il y a des mois. Elle veut tout savoir sur ses horaires de travail, ses voyages d'affaires et tout moment où il était hors de ma vue. Matteo répond à chaque question sans se mettre sur la défensive, sort son téléphone et lui montre son calendrier. Il propose d'imprimer les relevés de sa carte de crédit. Carolina prend note de tout. Je m'assois à la table en regardant cet interrogatoire se dérouler dans ma propre cuisine. Une partie de moi se sent mal pour Matteo, mais une plus grande partie est reconnaissante que quelqu'un avec une formation juridique m'aide à découvrir la vérité. Carolina l'interroge sur sa relation avec Juliana et quand était la dernière fois qu'il l'a vue. Matteo explique que c'était toujours chez sa mère avec moi présente. Il montre à Carolina le numéro bloqué et les SMS auxquels il n'a jamais répondu. Elle photographie tout avec son téléphone. Après une heure d'interrogatoire, elle dit à Matteo qu'elle a besoin de tous ses relevés téléphoniques, relevés de carte de crédit et calendrier professionnel de la dernière année. Matteo accepte immédiatement. Il dit qu'il rassemblera tout ce soir. Carolina hoche la tête et lui dit qu'elle vérifiera tout et contrôlera sa chronologie. Elle dit que d'ici ce soir, elle saura s'il y a une faille qui pourrait indiquer des rencontres secrètes. Pendant que Carolina s'approprie la table de notre salle à manger avec les dossiers de Matteo éparpillés partout, je prends rendez-vous avec un avocat. Violeta m'a recommandé un avocat spécialisé en droit de la famille nommé Maître Samuel Mercado, qui a aidé son cousin lors d'un divorce. J'appelle son cabinet et explique que j'ai besoin de le voir dès que possible. La réceptionniste entend la panique dans ma voix et me trouve un créneau pour la fin de l'après-midi. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options si Matteo est vraiment le père du bébé de Juliana. J'ai besoin de comprendre mes droits concernant ma propre grossesse, notre maison et notre argent. Ne pas savoir me tue. Le bureau de Maître Mercado est dans un immeuble au centre-ville. La salle d'attente a des chaises en cuir et des peintures de voilier. Je remplis les formulaires d'admission avec des mains tremblantes. Quand Maître Mercado m'appelle, il est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants. Je m'assois dans son bureau et lui raconte tout. Il écoute sans m'interrompre et prend des notes. Puis il commence à expliquer la réalité de ma situation dans des termes que je peux comprendre. Il dit que si Matteo est le père du bébé de Juliana, je peux absolument demander le divorce. Mais Matteo aurait toujours des droits et des obligations parentales envers les deux enfants. Il m'explique les accords de garde et les calculs de pension alimentaire. Il m'explique comment les biens sont divisés dans notre région. Il utilise un tableau blanc pour me montrer différents scénarios avec des pourcentages et des délais. Chaque mot qu'il dit rend ce cauchemar plus réel et concret. Je ne fais plus face seulement à une trahison émotionnelle. Je regarde des procédures juridiques, des divisions financières et des horaires de garde. Ma main va vers mon ventre où mon bébé grandit et je me sens mal en pensant au partage de la garde, à la coordination des échanges et à devoir expliquer à mon enfant pourquoi maman et papa ne vivent pas ensemble. Je demande aussi à Maître Mercado quels sont les droits légaux de Linda concernant les petits-enfants. Il s'adosse à sa chaise et explique que les droits des grands-parents sont assez limités chez nous, mais que Linda pourrait potentiellement demander un droit de visite si Matteo et moi divorçons. Elle devrait prouver que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant et qu'elle a une relation établie. L'idée que Linda ait un accès ordonné par le tribunal à mon bébé me retourne l'estomac. Je l'imagine en train d'empoisonner mon enfant contre moi de la même manière qu'elle a essayé d'empoisonner Matteo contre notre mariage. Maître Mercado voit mon visage et dit que nous pouvons inclure des dispositions dans tout accord de garde limitant le contact avec des tiers. Il dit cependant que nous allons trop vite. D'abord, nous avons besoin de savoir si Juliana est réellement enceinte et si Matteo est vraiment le père. Il recommande que nous exigions un test de paternité avant de faire tout mouvement juridique. Je sors de son bureau avec un dossier plein d'informations et une facture de 250 €. Ma tête tourne avec des termes juridiques et les pires scénarios.
Quand j'arrive à la maison, Carolina est toujours à la table de la salle à manger, entourée de papiers et de son ordinateur portable. Elle travaille depuis des heures à recouper tout ce que Matteo lui a donné. Matteo est dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si tout était normal. L'odeur de la nourriture me donne à nouveau la nausée. Carolina lève les yeux quand j'entre, dit qu'elle a besoin d'une heure de plus pour finir. Je m'assois sur le canapé et essaie de traiter tout ce que Maître Mercado m'a dit. La maison semble différente maintenant. Chaque pièce garde des souvenirs de la vie que Matteo et moi avons construite ensemble. Mais maintenant, je calcule comment nous diviserions tout. Quel meuble je prendrais? Si je devrais vendre la maison, comment diviserions-nous les vacances avec notre fille? Le soir, Carolina nous appelle tous les deux dans la salle à manger. Elle a tout organisé en piles ordonnées. Elle nous fait asseoir et commence à présenter ses conclusions comme si elle était au tribunal, basées sur les preuves documentaires de Matteo. Il n'y a aucune faille dans sa chronologie qui permettrait une liaison avec Juliana. Les relevés de sa carte de crédit ne montrent aucune dépense inexpliquée. Son calendrier de travail correspond aux données de localisation de son téléphone. Ses SMS et journaux d'appel ne montrent aucun modèle suspect. Elle a été minutieuse et méthodique. Si Matteo avait une liaison avec Juliana, il aurait dû être incroyablement sophistiqué pour couvrir ses traces. Carolina me regarde et dit que soit Matteo est un menteur qui a pensé à tout, soit il dit la vérité et Juliana ment sur la grossesse ou la paternité. Gonzalo prend la parole de là où il était assis en silence. Il dit qu'il y a une troisième option que nous n'avons pas considérée. Juliana pourrait être enceinte de quelqu'un d'autre et affirmer que c'est le bébé de Matteo pour forcer son retour dans la famille. Linda a clairement indiqué qu'elle choisirait Juliana plutôt que son propre fils. Peut-être que Juliana voit une grossesse comme son billet de retour dans les bonnes grâces de Linda et dans la vie de Matteo. La pièce devient silencieuse. Cette possibilité ne m'était pas venue à l'esprit. Cela expliquerait pourquoi Juliana a fait cette annonce maintenant. Juste après que Linda l'ait choisi plutôt que Matteo. Cela expliquerait pourquoi Linda a immédiatement demandé une réunion de famille sans demander aucune preuve. Carolina hoche lentement la tête. Elle dit que c'est en fait une théorie intelligente. Juliana a été obsédée par Matteo pendant des années. Linda a encouragé cette obsession. Une fausse grossesse ou une vraie grossesse avec le bébé d'un autre serait la manipulation ultime. Matteo a l'air d'être sur le point de vomir. Il dit qu'il ne peut pas croire que Juliana ferait quelque chose d'aussi cruel, mais ensuite il s'arrête. Il dit, en fait, si. Je peux le croire après tout le reste. Le téléphone de Matteo sonne et nous nous figeons tous. C'est son père, dont Arturo, qui appelle. Matteo le met sur haut-parleur. La voix de son père semble différente, cette fois moins sûre, plus confuse. Il dit que Linda continue d'insister sur cette réunion de famille, mais lui-même commence à se poser des questions. Il admet que Juliana n'a parlé de la grossesse à Linda qu'hier matin. Linda l'a immédiatement appelé et a exigé qu'il appelle Matteo pour une réunion de famille. Elle n'a demandé aucune preuve ou dossier médical à Juliana, elle l'a simplement accepté comme vérité et a commencé à faire des plans. Le père de Matteo dit qu'il y a pensé toute la journée et quelque chose ne va pas. Il dit que Linda agit bizarrement ces derniers temps, plus obsédée par Juliana que d'habitude. Il demande directement à Matteo s'il y a une possibilité que ce bébé soit le sien. Matteo dit qu'absolument pas, qu'il n'a pas été seul avec Juliana depuis plus de 5 ans, qu'il n'a répondu à aucun de ses messages ou tentatives de contact. Son père reste silencieux un long moment. Puis il dit que c'est ce qu'il pensait. Il dit qu'il parlera à Linda pour obtenir des preuves avant qu'une quelconque réunion de famille n'ait lieu. Matteo le remercie et raccroche. Nous restons tous assis à nous regarder. La situation change. L'histoire de Linda commence à se fissurer. Mais je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais toujours pas si Juliana est vraiment enceinte ou si elle ment ou s'il y a une autre explication à laquelle je n'ai pas pensé. Tout ce que je sais, c'est que mon bébé de 12 semaines grandit en moi pendant que mon mariage ne tient qu'à un fil et que ma belle-mère pourrait être en train d'orchestrer toute l'affaire. Je prends mon téléphone et je rappelle le père de Matteo avant de pouvoir hésiter. Il répond à la première sonnerie et sa voix semble fatiguée.
Je lui dis que nous avons besoin que Juliana fournisse une photo d'échographie datée et des dossiers médicaux prouvant qu'elle est vraiment enceinte. Ainsi que son accord écrit pour un test de paternité au moment où le bébé naîtra. La ligne reste silencieuse pendant ce qui semble être une éternité. Je peux l'entendre respirer à l'autre bout. Finalement, il dit que c'est raisonnable, qu'il parlera à Linda pour que cela se fasse. Il semble soulagé que nous demandions des preuves au lieu de simplement l'accepter ou de demander le divorce immédiatement. Matteo prend le téléphone et dit à son père que nous n'essayons pas d'être difficiles, mais que nous avons besoin de faits avant de détruire nos vies. Son père est d'accord et promet de rappeler après avoir parlé à Linda. 1 heure passe et je fais les 100 pas dans la cuisine pendant que Carolina prépare un thé que personne ne boit. Matteo est assis à la table, la tête entre les mains. Violeta et Gonzalo sont toujours là. Personne ne veut partir tant que nous ne savons pas ce qui se passe. Mon téléphone sonne et le nom de Linda apparaît sur l'écran. Je réponds et mets le haut-parleur. Linda commence immédiatement à crier sur le fait que nous exigeons des preuves et traitons Juliana de menteuse. Sa voix tremble de rage. Elle dit que Juliana est trop bouleversée pour faire face à nos accusations et que Matteo devrait la soutenir dans ce moment difficile au lieu de protéger sa femme jalouse. Je peux l'entendre respirer difficilement comme si elle avait pleuré ou crié. Elle continue de dire que Juliana ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi sérieux, que nous sommes cruels et sans cœur. Quelque chose se brise en moi. Je dis à Linda qu'elle essaie de détruire mon mariage depuis le jour où j'ai rencontré Matteo, que son obsession pour Juliana est malade et malsaine. Ma voix devient plus forte à chaque mot. Je lui dis que si Juliana ne fournit pas de preuves, alors nous saurons qu'elle ment. Et soit Linda l'aide à mentir, soit elle est trop aveugle pour voir qu'on se sert d'elle. Je lui dis que les mères normales ne gardent pas l'ex-petite amie de leur fils près d'elles des années après la rupture. Les mères normales n'invitent pas les ex au dîner de famille et aux jours fériés. Les mères normales n'ont pas l'ex de leur fils comme contact d'urgence chez le médecin 5 ans après la rupture. Je tremble et mes mains serrent le téléphone si fort que mes jointures blanchissent. Carolina pose sa main sur mon épaule, mais je continue. Je dis à Linda que Juliana est pathétique de continuer à rôder et que Linda est pathétique de l'encourager. Matteo se lève et me prend le téléphone. Pour la première fois depuis que je le connais, il parle à sa mère avec une vraie force dans la voix. Il lui dit que sa relation avec Juliana a toujours été malsaine et inappropriée et qu'il en a assez de le permettre. Il dit que nous n'assisterons à aucun événement familial ni ne prendrons aucun appel tant que Juliana ne fournira pas de preuves médicales et n'acceptera pas le test de paternité. Sa voix ne tremble pas du tout. Linda commence à pleurer et à dire qu'il ne peut pas lui faire ça, mais Matteo parle par-dessus elle. Il dit qu'elle a pris sa décision quand elle a choisi Juliana plutôt que son propre fils il y a 3 semaines et que maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Il raccroche pendant qu'elle continue de parler. La maison tombe dans un silence complet. Personne ne bouge ni ne parle pendant une longue minute. Matteo laisse tomber le téléphone sur la table et s'assoit à nouveau. Violeta rompt le silence en disant que c'était la bonne chose à faire. Gonzalo est d'accord et dit que Matteo aurait dû poser ses limites il y a des années. Carolina serre ma main et me dit que j'ai bien fait de me défendre, mais je ne me sens pas bien. Je me sens malade, effrayée et en colère, tout en même temps. 2 jours passent et nous n'avons aucune nouvelle de Linda, pas un seul appel ou message. Matteo vérifie constamment son téléphone comme s'il s'attendait à ce qu'elle le contacte, mais rien n'arrive. Il est anxieux à cause du silence. Il continue de dire que sa mère n'a jamais passé autant de temps sans le contacter, mais il semble aussi plus léger d'une certaine manière, comme si on lui avait enlevé un poids. Il n'est pas constamment en train de vérifier son téléphone pour ses appels ou de gérer ses sentiments ou d'expliquer son comportement. Nous passons les 2 jours simplement à être ensemble, à regarder des films, à parler du bébé, à faire semblant que tout est normal. Carolina reste avec nous et aide à la maison. Violeta appelle 2 fois par jour. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer ensuite. Le 3e jour, on frappe à notre porte à 8 heures du matin. Matteo ouvre et c'est son père, dont Arturo, debout là, l'air complètement épuisé. Il n'a pas appelé d'abord ni envoyé de message pour prévenir qu'il venait. Il porte les mêmes vêtements qu'il y a 2 jours et a les yeux rouges. Il demande s'il peut entrer et nous parler de ce qui s'est réellement passé avec Linda et Juliana.
Matteo s'écarte et le laisse entrer. Nous nous asseyons tous dans le salon et je peux sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Le père de Matteo se penche en avant, les mains jointes entre les genoux et regarde le sol pendant 1 minute avant de commencer à parler. Il nous dit que Linda donnait de l'argent à Juliana depuis des années, des dizaines de milliers d'euros qu'elle lui a cachés. Il ne l'a découvert que lorsqu'il a commencé à vérifier ses comptes bancaires après l'annonce de la grossesse. Il a découvert des retraits mystérieux remontant à au moins 3 ans, parfois 500 euros, parfois plus. Il a confronté Linda à ce sujet hier et elle a admis qu'elle soutenait financièrement Juliana parce que Juliana avait des problèmes avec son travail de marketing et que Linda voulait aider, mais les montants ne correspondent pas à ce dont quelqu'un aurait besoin pour une aide basique. C'est assez d'argent pour qu'elles aient pu payer une hypothèque à ce stade. Le père de Matteo sort son téléphone et nous montre les relevés bancaires. Il y a des retraits importants toutes les quelques semaines au cours des 3 dernières années. Les montants varient, mais totalisent plus de 40 000 euros. J'ai l'impression que je vais vomir. Matteo regarde juste l'écran, la bouche ouverte. Son père continue de parler. Il dit que Linda racontait à Juliana tout sur la vie de Matteo, sur notre mariage, sur nos problèmes. Chaque dispute que nous avions, chaque stress, chaque moment privé était rapporté à Juliana comme si Linda était une sorte d'espionne. Linda s'est positionnée comme la mère et confidente de Juliana tout en travaillant activement pour briser le mariage de Matteo avec moi. Puis, le père de Matteo dit la pire partie. Il a trouvé des SMS entre Linda et Juliana juste avant Noël. Linda a parlé à Juliana de ma grossesse avant que Matteo et moi ne l'annoncions au dîner. Les messages les montrent en train de discuter de la façon dont ma grossesse changerait tout et que Juliana devait agir vite. Son père passe le téléphone à Matteo et je me penche pour lire les messages. Linda a écrit que Matteo serait lié à moi pour toujours une fois le bébé né, que le temps pressait pour Juliana pour le récupérer. Juliana a répondu en demandant ce qu'elle devait faire. Linda lui a répondu en lui disant de rendre Matteo jaloux, de lui rappeler ce qu'ils avaient ensemble, de lui montrer qu'elle était toujours disponible et restait la meilleure option. Je prends le téléphone et fais défiler d'autres messages. Il y en a des douzaines datant de plusieurs mois. Linda racontant à Juliana des disputes que Matteo et moi avons eues. Juliana demandant si Matteo semblait heureux avec moi. Linda disant que non, que Matteo semblait stressé et piégé. Juliana disant que peut-être elle devrait le contacter. Linda l'encourageant à le faire. Les messages empirent à mesure que je continue de lire. Linda suggérant que Juliana devrait tomber enceinte pour forcer la main de Matteo. Juliana disant qu'elle ne savait pas si elle pourrait faire ça. Linda disant qu'aux grands mots les grands remèdes. Mes mains commencent à trembler tellement que je manque de laisser tomber le téléphone. La pièce tourne autour de moi et je dois fermer les yeux. Linda a orchestré toute cette situation, elle a dit à Juliana que j'étais enceinte et soudain Juliana annonce qu'elle est aussi enceinte du bébé de Matteo. Le timing n'était pas une coïncidence. Linda a créé une crise conçue pour détruire mon mariage et repousser Matteo vers Juliana. Je passe le téléphone à Matteo et cours aux toilettes où je vomis tout ce que j'ai dans l'estomac. Je reviens de la salle de bain et le père de Matteo est toujours assis là, l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Il sort une pile de papier de la poche de sa veste et les pose sur la table basse entre nous. Matteo tend la main, mais ses mains tremblent tellement qu'il peut à peine les ramasser. Je me penche pour lire avec lui et le premier message fait retomber mon estomac. Linda a écrit à Juliana il y a 2 mois disant qu'elle trouvait Matteo distant et malheureux, que peut-être le mariage ne fonctionnait pas comme tout le monde l'espérait. Juliana a répondu en demandant si Linda pensait qu'il y avait encore une chance pour eux. Linda a répondu qu'elle a toujours cru que Matteo avait pris la mauvaise décision, que certaines personnes sont simplement destinées à être ensemble quoi qu'il arrive. Je passe d'autres pages et elles empirent à chaque fois. Linda racontant à Juliana une dispute que Matteo et moi avons eue à propos de son emploi du temps. Juliana demandant si cela signifiait qu'il s'éloignait de moi. Linda disant que oui, que Matteo se rendait probablement compte qu'il s'était contenté de la mauvaise femme. Il y a des messages où Linda donne à Juliana des détails sur notre vie qu'elle n'avait pas à partager. À quelle heure Matteo rentre du travail? À quelle salle de sport il va? Quel restaurant nous aimons? Juliana la remerciant de la tenir au courant, disant que cela l'aide à se sentir connectée à lui.
Je trouve un message de 3 semaines avant Noël où Linda dit à Juliana que j'ai l'air stressée et fatiguée tout le temps, que Matteo a mentionné que j'agissais différemment. Juliana demande si Linda pense que quelque chose ne va pas dans notre mariage. Linda répond qu'elle l'espère, que cela donnerait à Matteo l'occasion de corriger son erreur. Mes mains commencent à se crisper à force de serrer les papiers si fort. Matteo lit par-dessus mon épaule et je peux entendre sa respiration devenir plus rapide et superficielle. Son père reste simplement assis là, la tête baissée sans nous regarder aucun des deux. Je continue de tourner les pages et trouve les messages de juste après Noël. Linda a écrit à Juliana le lendemain de notre explosion disant que j'ai annoncé ma grossesse au dîner et que je suis partie furieuse. La réponse de Juliana n'est qu'un mot demandant si Linda est sûre. Linda confirme et dit que cela change tout. Qu'une fois le bébé né, Matteo sera coincé avec moi pour toujours. Juliana répond en demandant ce qu'elle doit faire. Linda lui dit qu'elle doit agir vite, qu'elle doit rappeler à Matteo ce qu'ils avaient ensemble, qu'elle doit lui montrer qu'il y a encore une chance pour qu'il soit heureux. Juliana dit qu'elle ne sait pas comment faire ça. Linda suggère le voyage en Italie. Faire remonter de vieux souvenirs, le rendre jaloux. Alors Linda écrit quelque chose qui me donne envie de vomir à nouveau. Elle dit à Juliana que si elle veut vraiment récupérer Matteo, elle devrait envisager de tomber enceinte aussi, qu'un bébé forcerait Matteo à choisir. Cela lui ferait réaliser qu'il a encore des sentiments pour elle. Juliana répond en disant qu'elle ne pense pas pouvoir faire ça, que cela semble fou. Linda répond en disant qu'aux grands mots les grands remèdes, que parfois il faut se battre pour ce qu'on veut. Le message suivant date d'il y a une semaine. Juliana dit à Linda qu'elle a pensé à l'idée de la grossesse, que peut-être cela fonctionnerait. Linda l'encourage. Elle dit que Matteo assumerait ses responsabilités et ferait ce qu'il faut si Juliana attendait un enfant de lui. Juliana demande comment elle ferait pour que cela arrive. Linda suggère de dire aux gens qu'elle est déjà enceinte, que la simple annonce créerait assez de chaos pour briser notre mariage. Juliana semble hésiter, mais Linda continue de faire pression, disant que c'est la dernière chance de Juliana avant que le bébé n'arrive et que Matteo ne soit lié à moi de façon permanente. Le dernier message date d'il y a 2 jours. Juliana dit à Linda qu'elle est prête à le faire, qu'elle dira qu'elle est enceinte du bébé de Matteo. Linda répond avec plusieurs émojis cœur et dit qu'elle aidera à s'assurer que tout le monde y croit. J'ai laissé tomber les papiers par terre et je me suis levée parce que j'ai besoin de bouger ou je vais commencer à crier. Matteo est toujours assis là, regardant la dernière page, la bouche ouverte. Son père lève enfin les yeux et ses yeux sont rouges comme s'il avait pleuré. Il nous dit qu'il a confronté Linda hier soir après avoir trouvé ses messages. Elle s'est effondrée et a tout admis, mais continuait de dire qu'elle voulait juste que Juliana soit heureuse, que Juliana est comme une fille pour elle. Le père de Matteo lui a dit que son obsession pour Juliana a détruit sa relation avec son fils. Il a dit qu'il envisageait la séparation si elle ne cherchait pas une thérapie sérieuse. Matteo émet un son comme si tout l'air venait de sortir de son corps. Son père continue de parler, disant qu'il aurait dû voir à quel point la fixation de Linda sur Juliana était devenue maladive, qu'il l'a permise en ne l'affrontant pas, en la laissant garder Juliana dans leur vie bien après la rupture. Il s'excuse auprès de nous deux. Il dit qu'il a échoué en tant que père et en tant que mari en ne protégeant pas Matteo de cette manipulation. Je me rassois parce que mes jambes ne me tiennent plus. Matteo ramasse les papiers à nouveau et les lit une fois de plus comme s'il s'attendait à ce qu'ils disent quelque chose de différent. Son père sort son téléphone et nous montre d'autres messages. Ceux qu'il n'a pas imprimés. Linda disant à Juliana que Matteo a épousé la mauvaise femme. Juliana répondant qu'elle a toujours senti que Matteo était celui qui lui avait échappé. Linda disant qu'ils étaient destinés à être ensemble, qu'elle le savait depuis la première fois que Juliana était venue au déjeuner du dimanche il y a tant d'années. Juliana demandant si Matteo parle jamais d'elle. Linda disant que oui, qu'il la mentionne tout le temps, ce que je sais être un mensonge total parce que Matteo parlait à peine de Juliana jusqu'à ce qu'elle commence à apparaître partout. Je trouve un autre message où Linda raconte à Juliana une promotion que Matteo a obtenue l'année dernière. Juliana le félicite via Linda au lieu de directement et Linda répond en disant que Juliana comprend Matteo mieux que je ne le pourrai jamais. Il y a tout un fil sur notre mariage où Linda se plaint à Juliana de la planification, de comment je ne voulais pas l'avis de Linda sur quoi que ce soit.
Juliana sympathise et dit que je suis probablement intimidée par la relation proche de Linda avec Matteo. Linda est d'accord et dit qu'elle a essayé d'être accueillante, mais que je l'ai rejetée dès le début. Je lis ces messages et j'ai envie de rire tellement la réécriture de l'histoire est extrême. Linda m'a rendu la vie impossible dès le premier jour et maintenant elle dit à Juliana que j'étais le problème. Matteo parle enfin et sa voix semble brisée. Il demande à son père pourquoi il nous a appelés au sujet de la grossesse de Juliana s'il avait des doutes. Son père admet que Linda se tenait juste là à lui dire quoi dire. Il a joué le jeu au début parce qu'il ne voulait pas croire que sa femme ferait quelque chose d'aussi manipulateur, mais sa conscience le rongeait depuis qu'il a passé l'appel. Alors il a vérifié ses comptes bancaires et son téléphone et a trouvé tout ça. Il est venu aujourd'hui pour nous dire la vérité. Avant que les choses n'aillent plus loin, Matteo se lève et marche vers la fenêtre. Il regarde vers la rue pendant un long moment avant de se tourner pour regarder son père. Il dit qu'il ne veut rien savoir de sa mère tant qu'elle n'aura pas reçu une aide professionnelle sérieuse. Que Linda a été émotionnellement abusive avec lui pendant des années et que ce plan de fausse grossesse est impardonnable. Son père hoche la tête et dit qu'il comprend, qu'il ne blâme pas Matteo de couper le contact. Matteo lui dit que Linda essaie de détruire notre mariage depuis avant qu'il ne commence, qu'elle a travaillé contre nous tout ce temps. Son père est d'accord et dit que les SMS le prouvent au-delà de tout doute. Je prends mon téléphone et cherche des thérapeutes dans notre région parce que je ne peux pas gérer ça sans aide professionnelle. Je trouve une certaine docteure Lucia Garza, qui a de bonnes critiques et des disponibilités. J'appelle son cabinet et explique que j'ai besoin d'un rendez-vous d'urgence, que je fais face à une manipulation familiale, que je suis enceinte et que je ne peux pas traiter ça toute seule. La réceptionniste me met en attente et revient en disant que le docteur Garza peut me trouver un créneau demain après-midi. Je prends le rendez-vous et raccroche. Le père de Matteo se prépare à partir et nous dit qu'il va déménager de la maison. Il dit qu'il ne peut pas rester avec Linda après avoir vu ce qu'elle a fait, qu'il a besoin d'espace pour voir si son mariage peut être sauvé. Matteo l'accompagne à la porte et il s'enlace pendant un long moment. Après son départ, Matteo revient et s'assoit à côté de moi sur le canapé. Il met sa tête entre ses mains et je peux voir ses épaules trembler. Je pose ma main sur son dos, mais je ne sais pas quoi dire. Nous restons comme ça jusqu'à ce qu'il fasse nuit dehors. Le lendemain matin, le téléphone de Matteo sonne alors que nous sommes encore au lit et il répond sans regarder qui c'est. Son frère Miguel commence à parler avant que Matteo puisse dire allô, lui disant qu'il a besoin d'entendre ce qui se passe avec Linda. Miguel dit que Linda l'a appelé il y a 3 jours pour lui demander de faire entendre raison à Matteo sur la grossesse de Juliana, pour le convaincre de faire ce qu'il fallait et de la soutenir. Miguel a refusé après avoir parlé à son père et entendu notre version de tout. Il dit à Matteo qu'il a parlé à d'autres membres de la famille et que plusieurs d'entre eux commencent à remettre en question la version des faits de Linda, surtout après que son père a confirmé qu'il n'y a pas de vraie grossesse et leur a montré certains des SMS. Matteo met le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre et Miguel continue de dire que sa tante Karen et son oncle Thomas se demandent pourquoi Linda mentirait sur quelque chose d'aussi grave. Miguel a l'air en colère quand il parle de comment Linda a essayé de le manipuler pour faire pression sur Matteo, comme elle le fait avec tout le monde depuis des années, et qu'il ne l'avait jamais vu clairement jusqu'à maintenant. Matteo le remercie d'avoir appelé et de nous croire. Et après avoir raccroché, je sens un petit soulagement qu'au moins une personne de sa famille voit la vérité. 2 heures plus tard, je consulte les réseaux sociaux pendant que Matteo prépare le petit déjeuner et je vois que Linda a publié quelque chose sur sa page. C'est un message vague sur la façon dont certains enfants oublient tout ce que leurs parents ont sacrifié pour eux, comment la trahison vient des personnes que l'on aime le plus. Elle ne nous nomme pas directement, mais quiconque connaît notre situation saura exactement de qui elle parle. Je regarde les commentaires et les membres de la famille élargie prennent déjà parti. Certains postent des émojis cœur et des messages de soutien, d'autres demandent « Que s'est-il passé ?» Une amie de Linda publie quelque chose sur les enfants ingrats qui abandonnent leur mère et Linda répond avec un émoji en pleurs. Je sens mon visage chauffer en lisant plus de commentaires, voyant Linda se peindre en victime tout en nous faisant passer pour des gens horribles. Matteo s'approche et regarde mon téléphone et sa mâchoire se crispe quand il voit ce que fait sa mère. Je lui montre 3 autres publications qu'elle a faites au cours de la dernière heure. Toutes sur le même thème de trahison et de cœur brisé.
toutes soigneusement rédigées pour que les gens aient pitié d'elles sans expliquer réellement ce qui s'est passé. Les commentaires continuent d'arriver et je vois des membres de la famille que je connais à peine donner leur avis sur notre mariage et nos choix en se basant sur les demi-vérités manipulatrices de Linda. J'appelle Maître Mercado parce que je ne sais pas quoi faire d'autre et je suis tellement en colère que je peux à peine penser clairement. Il répond immédiatement et je lui raconte la campagne de Linda sur les réseaux sociaux, comment elle nous traîne dans la boue publiquement sans nous nommer directement. Maître Mercado me demande de faire des captures d'écran de tout et de lui envoyer chaque publication et chaque commentaire. Il dit de ne répondre à rien, de ne pas interagir avec Linda ni avec quiconque la défend, juste de tout documenter. Je lui demande si on peut la faire arrêter et il dit que non. En réalité, elle a le droit de publier sur sa propre page, mais si cela dégénère, nous pourrions avoir besoin d'une ordonnance de restriction. Il explique que les publications de Linda sur les réseaux sociaux nous aideront en fait à prouver un schéma de harcèlement si nous avons besoin de protection juridique plus tard. Maître Mercado me dit de garder des captures d'écran de tout avec les dates et heures et de noter quiconque participe au harcèlement. Je passe l'heure suivante à parcourir la page de Linda et les pages de ses amis, prenant des captures d'écran de chaque publication et commentaires nous concernant. Il y a 43 publications ou commentaires différents au total et je les enregistre tous dans un dossier sur mon téléphone. Matteo m'observe faire cela et je peux voir qu'il lutte avec l'idée que sa mère soit si vindicative qu'elle essaierait de monter toute sa famille contre nous publiquement. Cet après-midi-là, le téléphone de Matteo vibre avec une notification de mail et quand il vérifie, son visage devient complètement blanc. Il me montre l'écran et c'est de Juliana, un long email avec pour objet simplement « Je suis désolé ». Matteo l'ouvre et nous le lisons ensemble sur le canapé. Juliana écrit qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle ne l'a jamais été et qu'elle regrette d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Elle dit que Linda l'a encouragée à dire aux gens qu'elle était enceinte parce que cela forcerait Matteo à affronter ses vrais sentiments et elle a accepté parce qu'elle était désespérée. L'email continue sur des paragraphes et je me sens mal en lisant les mots de Juliana sur la façon dont elle pensait que cela ferait réaliser à Matteo qu'il l'aimait encore. Elle écrit sur comment Linda lui a fait croire que Matteo était malheureux dans notre mariage, qu'il parlait de Juliana tout le temps, qu'il était simplement trop loyal pour me quitter de lui-même. Juliana admet que Linda a eu l'idée de la grossesse après que j'ai annoncé que j'étais enceinte à Noël, disant que cela créerait une situation où Matteo devrait choisir. J'ai tout lu 2 fois parce que je ne peux pas croire que quelqu'un admette quelque chose d'aussi calculé et cruel. L'email passe de la confession à la justification à mi-chemin. Juliana écrit qu'elle n'a jamais oublié Matteo, même s'ils ont rompu il y a des années, que le voir avec moi lui a fait réaliser ce qu'elle a perdu. Elle dit que Linda lui a fait croire qu'il l'aimait aussi, que tous les dîners de famille et jours fériés où Linda l'incluait étaient la preuve qu'elle avait toujours sa place dans la vie de Matteo. Juliana blâme Linda pour la majeure partie, disant que Linda a nourri son espoir et l'a encouragée pendant des années, lui faisant penser que la réconciliation était possible. Mais ensuite, Juliana admet qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal, qu'elle savait qu'elle franchissait des limites et blessait des gens. Elle écrit qu'elle s'est permis de croire la version de la réalité de Linda parce que c'était ce qu'elle voulait entendre et elle regrette la douleur qu'elle a causée. L'email se termine par Juliana disant qu'elle va déménager et ne recontactera plus jamais Matteo, qu'elle espère qu'un jour il pourra lui pardonner. Je finis de lire et regarde Matteo, qui regarde juste l'écran comme s'il ne pouvait pas traiter ce qu'il voit. Il dit qu'il doit montrer ça à sa famille, qu'ils doivent voir la preuve de ce que Linda et Juliana ont fait. Matteo transfère l'email de Juliana à toute sa famille avec un message en haut. Il écrit que c'est la preuve de la manipulation de sa mère et de la participation volontaire de Juliana à un plan pour détruire son mariage. Il dit qu'il bloquera les deux de façon permanente et que quiconque défendra leur comportement sera également bloqué. Je le regarde écrire le message et appuyer sur envoyer. Et en quelques minutes, son téléphone commence à vibrer avec des réponses. Il ouvre les premières et certaines personnes s'excusent, disant qu'elles auraient dû remettre en question l'histoire de Linda au lieu de la croire. Sa cousine écrit qu'elle est horrifiée et qu'elle n'aurait jamais cru Linda capable d'une telle chose. Mais d'autres messages défendent Linda, disant qu'elle voulait juste que Matteo soit heureux, qu'elle ne pouvait pas savoir que Juliana mènerait les choses aussi loin. La tante de Matteo écrit que Linda a traversé beaucoup de choses et que nous devrions peut-être avoir plus de compassion. Je vois l'expression de Matteo se durcir en lisant ses réponses et il commence à bloquer les gens sans même répondre à leurs messages.
Il bloque sa tante qui a défendu Linda, 2 cousins qui ont donné des excuses et un tas de parents éloignés qui ont leaké les publications de Linda sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, il a bloqué 15 personnes, y compris 2 tantes et un cousin dont il était proche. Les réponses continuent d'arriver les jours suivants et je peux voir la famille se diviser en camps clairs. Certaines personnes nous contactent en privé pour s'excuser et offrir leur soutien, disant qu'elles couperont le contact avec Linda jusqu'à ce qu'elle assume ses responsabilités. D'autres s'accrochent à la défendre, arguant qu'elle n'est qu'une mère qui aime son fils et a commis une erreur. Matteo arrête de lire les messages après le premier jour et bloque simplement quiconque ne nous soutient pas explicitement. Je le regarde faire cela sans émotion, comme s'il avait finalement accepté que certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Son téléphone devient plus silencieux à mesure que les blocages s'accumulent et finalement, il ne reste qu'une poignée de membres de la famille qui peuvent encore le contacter. Miguel lui envoie un SMS pour lui dire qu'il est fier de Matteo pour avoir tenu tête à Linda. Et son père appelle pour dire qu'il soutient notre décision de couper le contact avec quiconque permet son comportement. Mais le silence de tous les autres est assourdissant et je peux voir que Matteo est en deuil de la famille qu'il pensait avoir. Lors de mon contrôle des 16 semaines, l'obstétricienne prend ma tension artérielle 3 fois parce qu'elle n'aime pas les chiffres qu'elle voit. Elle m'interroge sur le stress dans ma vie et je manque de rire parce que par où commencer ? Je lui raconte le drame familial, la fausse grossesse et le harcèlement sur les réseaux sociaux et elle écoute avec inquiétude sur le visage. Elle prend ma tension à nouveau et elle est encore plus élevée qu'avant, et elle dit que c'est dangereux pour moi et pour le bébé. L'obstétricienne me met immédiatement au repos relatif, disant que je dois rester sans faire d'efforts autant que possible et éviter toute situation stressante. Elle explique que l'hypertension pendant la grossesse peut entraîner des complications graves, que je dois prioriser ma santé et celle de mon bébé sur le drame familial. Je commence à pleurer dans le cabinet parce que j'ai l'impression d'échouer en tout, comme si le stress causé par Linda menaçait maintenant mon bébé. L'obstétricienne est gentille, mais ferme, me disant que le repos n'est pas optionnel et que Matteo doit prendre en charge toutes les responsabilités du foyer. Elle me programme un suivi dans 2 semaines et dit que si ma tension ne s'améliore pas, elle devra envisager des interventions plus sérieuses. Matteo prend une semaine de congé dès que nous arrivons à la maison après le rendez-vous. Il appelle son patron et lui explique la situation et il lui accorde le temps sans problème. Je le vois se transformer en quelqu'un que je n'avais pas vu avant. Quelqu'un qui prend le contrôle et s'occupe de tout sans qu'on le lui demande. Il cuisine tous nos repas, fait la lessive, nettoie la maison et ne me laisse rien faire de plus fatigant que de m'asseoir sur le canapé. Quand son téléphone sonne avec des appels de membres de la famille, il les rejette immédiatement et bloque les numéros s'il continue d'essayer. Il m'apporte de l'eau et des collations toute la journée, m'aide à aller aux toilettes quand j'en ai besoin et s'assoit avec moi pendant que je me repose. Le soir, il me masse les pieds et me raconte des histoires sur l'avenir, sur notre fille et la vie que nous allons construire loin du chaos de sa mère. Je le vois me protéger férocement de tout appel ou message stressant, vérifiant tout avant que je ne le voie. Et je réalise que c'est celui qu'il peut être quand il n'est pas coincé entre Linda et moi. Il nous choisit, moi et notre bébé, complètement. Et pour la première fois depuis notre mariage, je sens que je suis vraiment sa priorité. Violeta vient tous les jours pour me tenir compagnie pendant mon repos. Elle apporte des magazines et des collations, s'assoit avec moi sur le canapé et m'aide à traiter tout ce qui s'est passé. Nous parlons de la manipulation de Linda, de la confession de Juliana, des membres de la famille qui ont choisi leur camp et à quel point j'ai failli perdre mon mariage à cause de l'obsession de quelqu'un d'autre. Violeta souligne que bien que cette situation soit horrible, elle a aussi révélé la vérité sur Linda que je ne pourrai jamais cesser de voir ou excuser. Elle dit que j'ai passé 3 ans à essayer de gagner l'approbation et l'acceptation de Linda, mais Linda n'a jamais eu l'intention de me donner ni l'une ni l'autre parce qu'elle travaillait toujours pour que Matteo revienne avec Juliana. Violeta m'aide à voir que le comportement de Linda ne concernait pas le fait que je sois assez bonne ou que je fasse assez d'efforts. Il s'agissait de la fixation maladive de Linda sur une relation terminée il y a des années. Nous parlons des limites et de ce à quoi ressemblera ma vie future sans Linda. Et Violeta me rappelle que je construis ma propre famille maintenant avec des gens qui m'aiment vraiment et me respectent. Elle reste des heures chaque jour et je suis reconnaissante de sa présence constante, de quelqu'un qui voit la situation clairement et n'essaie pas de trouver des excuses au comportement de qui que ce soit. Une semaine après mon début de repos,
le père de Matteo appelle et nous dit qu'il a demandé la séparation légale de Linda ce matin. Il a déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville et lui a fait remettre les papiers à la maison. Sa voix semble fatiguée, mais ferme quand il explique qu'il a fini de permettre son comportement. Que de l'avoir essayé de détruire le mariage de Matteo a été la dernière chose qu'il a pu tolérer. Il dit qu'il veut reconstruire sa relation avec Matteo, mais comprend si nous avons besoin de temps et d'espace pour traiter tout ce qui s'est passé. Matteo le remercie et il parle quelques minutes de plus de logistique et des prochaines étapes. Après avoir raccroché, Matteo reste assis en silence pendant un long moment avant de dire que son père aurait dû faire ça il y a des années, mais qu'il est heureux que cela arrive enfin. 2 heures plus tard, Linda appelle le téléphone de Matteo et elle sanglote si fort que je peux à peine la comprendre à travers le haut-parleur. Elle supplie Matteo d'appeler son père et de lui dire que tout cela est un grand malentendu, qu'elle ne voulait pas que les choses aillent si loin avec Juliana. Matteo reste remarquablement calme et lui dit qu'elle a détruit son propre mariage en choisissant Juliana plutôt que sa propre famille à plusieurs reprises pendant des années. Il dit qu'elle a failli détruire son mariage aussi et qu'il espère qu'elle obtiendra une aide professionnelle, mais qu'il a fini d'être son soutien émotionnel tant qu'elle refuse d'assumer ses responsabilités. Linda commence à crier que je l'ai monté contre elle, qu'il n'aurait jamais abandonné sa mère avant de me rencontrer. Matteo raccroche sans répondre et bloque son numéro sur son téléphone. Le lendemain matin, nous recevons une lettre recommandée de l'avocat de Juliana, menaçant de nous poursuivre pour diffamation à cause de l'email que Matteo a envoyé à la famille exposant la fausse grossesse. La lettre affirme que nous avons nui à la réputation de Juliana et lui avons causé une détresse émotionnelle en partageant des informations privées. J'appelle immédiatement Maître Mercado et lui lis la lettre au téléphone. Il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il s'en chargera et de lui transférer le fil de l'email. Maître Mercado envoie une lettre de réponse le jour même détaillant l'admission écrite par Juliana elle-même de la fausse grossesse dans son email à Matteo. Sa lettre propose de contre-attaquer Juliana pour détresse émotionnelle, harcèlement et les coûts médicaux associés aux complications de ma grossesse causées par sa manipulation. Il inclut la documentation de mon diagnostic d'hypertension et les ordres de repos comme preuve du préjudice. 3 jours plus tard, Maître Mercado appelle pour nous dire que l'avocat de Juliana a retiré la menace de diffamation après avoir vu nos preuves. Il dit que l'avocat a probablement conseillé à Juliana qu'elle n'avait aucun dossier et qu'elle perdrait probablement de façon retentissante si nous contre-attaquions. Une semaine après cela, Miguel envoie un message à Matteo disant qu'il a entendu dire par des membres de la famille que Juliana a déménagé dans un autre état. Apparemment, les conséquences de tout cela étaient trop pour elle et le soutien de Linda ne valait pas la peine de rester pour la honte publique. Miguel dit que certains membres de la famille se sentent mal pour Juliana, mais la plupart des gens pensent qu'elle l'a cherché en jouant le jeu de la manipulation de Linda. Matteo me transfère le message et nous nous sentons tous les deux soulagés que Juliana soit physiquement partie de nos vies. Maintenant, ma prochaine séance de thérapie avec le docteur Garza se concentre sur le travail de ma colère envers Matteo pour des années de passivité face à la situation. Je dis au docteur Garza que je comprends que sa mère l'a entraîné à douter de lui-même et à prioriser ses sentiments à elle, mais je suis toujours en colère qu'il m'ait laissé souffrir autant avant de finalement se défendre. Le docteur Garza m'aide à voir que ma colère est valide, mais aussi que Matteo change activement son comportement maintenant, au moment où cela compte le plus. Elle suggère que Matteo se joigne à moi pour des séances de thérapie de couple afin que nous puissions travailler là-dessus ensemble avec une guidance professionnelle. Matteo accepte immédiatement quand je le lui demande ce soir-là. Lors de notre première séance conjointe, le docteur Garza demande à Matteo d'articuler ce que la manipulation de sa mère lui a fait au fil des années. Au début, il a du mal, mais ensuite il explique comment Linda l'a entraîné depuis l'enfance à douter de ses propres perceptions et sentiments. Il dit qu'elle lui disait que ses souvenirs étaient faux, que ses émotions étaient des exagérations, que ses limites étaient égoïstes. À l'âge adulte, il se remettait automatiquement en question chaque fois que quelqu'un le défiait, surtout sa mère. Le docteur Garza souligne que c'est de l'abus émotionnel et du détournement cognitif, gaslighting, classique, que Linda a détruit systématiquement la capacité de Matteo à se faire confiance, pour qu'il se soumette toujours à son jugement. Matteo commence à pleurer pendant la séance et admet qu'il a l'impression de m'avoir laissé tomber en ne me protégeant pas de sa mère plus tôt. Je m'approche et lui prends la main pendant que le docteur Garza nous guide à travers le traitement de ses sentiments ensemble.
Au cours des semaines suivantes, le docteur Garza aide Matteo à écrire une lettre à sa mère, établissant des limites claires pour toute relation future. La lettre dit qu'il est prêt à avoir un contact supervisé avec elle après qu'elle aura complété 6 mois de thérapie avec un professionnel agréé. Elle dit qu'elle doit fournir des preuves de traitement continu et m'écrire une excuse sincère qui assume la responsabilité de ses actions sans blâmer personne d'autre. Matteo me lit plusieurs brouillons et nous travaillons ensemble sur la rédaction jusqu'à ce que cela semble correct. Il envoie la lettre chez Linda avec accusé de réception pour que nous sachions qu'elle l'a reçue. La réponse de Linda arrive 10 jours plus tard et ce sont 3 pages d'accusations désagréables. Elle me blâme pour avoir monté Matteo contre elle et empoisonné son esprit avec des mensonges sur sa relation avec Juliana. Elle écrit qu'elle ne s'excusera jamais d'aimer Juliana comme la fille qu'elle a toujours voulu et que je devrais être reconnaissante qu'elle soit prête à me tolérer en tant que femme de Matteo. La lettre dit que Matteo trahit sa famille en me choisissant plutôt que sa propre mère et elle espère qu'il réalisera son erreur avant qu'il ne soit trop tard. Matteo lit tout à haute voix pour moi. Puis il soupire profondément et la range dans un dossier avec toute l'autre documentation que nous avons conservée. Il étiquette le dossier clairement au cas où nous aurions un jour besoin de demander une ordonnance de restriction contre elle. À mon contrôle des 20 semaines, l'obstétricienne vérifie ma tension artérielle plusieurs fois et sourit quand elle me dit qu'elle est revenue dans la fourchette normale. Elle dit que le bébé est en bonne santé et se développe parfaitement dans les temps. Malgré tout ce que j'ai traversé dans la première moitié de la grossesse. Elle me lève le repos et me permet de reprendre mes activités normales, bien qu'elle m'avertisse d'éviter encore le stress excessif et de prendre des pauses quand j'en ai besoin. Je pleure des larmes de joie dans le cabinet parce que j'avais très peur que le stress ait endommagé quelque chose de façon permanente. Le père de Matteo commence à venir au déjeuner du dimanche après la levée de mon repos. Le premier repas est gênant parce que nous découvrons tous comment interagir sans Linda. Il apporte un éléphant en peluche pour le bébé et s'excuse à nouveau de ne pas avoir affronté Linda plus tôt. Au cours des semaines suivantes, nous construisons lentement une vraie relation avec lui, séparée de l'influence de Linda. Il nous raconte des histoires sur l'enfance de Matteo qui se concentrent sur des souvenirs heureux et des moments amusants au lieu de la manipulation de Linda. Je vois d'où Matteo tient sa gentillesse et sa force tranquille, les parties de lui qui ne sont pas endommagées par l'abus de sa mère. Le père de Matteo apporte des cadeaux pour le bébé chaque semaine et pose des questions attentionnées sur nos plans d'éducation. À 6 mois de grossesse, nous prévoyons une petite fête de révélation du genre uniquement avec les personnes qui nous ont soutenus à travers tout cela. Violeta et Gonzalo viennent tôt pour aider à mettre les décorations dans notre jardin. Carolina prend l'avion pour le week-end et apporte un énorme panier cadeau avec des articles pour bébé. Le père de Matteo arrive avec Miguel et ils ont tous les deux l'air excités de savoir enfin si c'est un garçon ou une fille. Nous décidons de faire la révélation avec un canon à poudre parce que ça semblait amusant et simple. Matteo et moi nous tenons ensemble au milieu du jardin pendant que tout le monde fait le compte à rebours. Nous tirons la corde en même temps et de la poudre rose explose dans l'air autour de nous. Matteo commence à pleurer immédiatement, des larmes de bonheur coulant sur son visage alors qu'il me serre fort. Son père s'approche et serre Matteo dans ses bras en lui disant qu'il va être un père incroyable pour sa petite fille. Miguel donne une tape dans le dos de Matteo et plaisante sur le fait que Matteo devra apprendre à coiffer et à jouer au goûter. Violeta me serre dans ses bras et me chuchote que cette petite fille va être tellement aimée et protégée. Nous passons le reste de l'après-midi à célébrer avec les personnes qui comptent vraiment, celles qui ont choisi de soutenir notre famille plutôt que le dysfonctionnement de Linda. Je vois Matteo rire avec son père et son frère, parlant de sa fille avec une pure joie sur le visage. Et je me sens reconnaissante d'avoir survécu aux tentatives de Linda de nous détruire. La semaine après la révélation du genre, Matteo prend rendez-vous avec Maître Mercado pour mettre à jour tous nos documents juridiques. Nous nous asseyons dans le bureau de Maître Mercado pendant qu'il nous guide à travers les formulaires de contact d'urgence et les papiers de directive médicale. Matteo supprime le nom de Linda de chaque document et ajoute Violeta et son père à la place. Maître Mercado ouvre le testament que Matteo a fait il y a des années quand il a commencé sa carrière et nous le passons en revue ligne par ligne. Il y a une section sur la tutelle si quelque chose nous arrive à tous les deux et le nom de Linda est listé comme tutrice principale. Matteo frissonne physiquement quand il le voit écrit là. Maître Mercado rédige un nouveau langage qui exclut spécifiquement Linda de tout droit de garde ou de tutelle.
Il le rend blindé avec des termes juridiques que je ne comprends pas complètement, mais en lesquels j'ai toute confiance. Matteo signe tout sans hésitation et je le vois effacer systématiquement sa mère de notre vie légale. Quand nous sortons du bureau de Maître Mercado, Matteo pose sa main sur mon ventre et promet à notre fille qu'elle sera toujours protégée de la manipulation de Linda. Ce week-end-là, nous commençons à aménager la chambre du bébé dans la chambre d'amis. Matteo déplace tous les cartons de rangement au garage et peint les murs d'une couleur jaune doux que nous avons choisi ensemble. Il assemble le berceau en suivant les instructions soigneusement. Il ne se frustre pas quand les pièces ne s'emboîtent pas immédiatement. J'organise les vêtements de bébé par taille pendant qu'il monte la table à langer et la commode. Il accroche des rideaux et installe le babyphone en le testant plusieurs fois pour s'assurer qu'il fonctionne parfaitement. Chaque après-midi après le travail, Matteo rentre à la maison et se dirige directement vers la chambre du bébé pour travailler sur quelque chose. Il lit des livres sur la grossesse pendant ses pauses déjeuner et souligne des sections sur les soins aux nouveau-nés. Il nous inscrit à des cours de parentalité à l'hôpital et assiste à chaque séance. Il prend des notes détaillées, pose des questions intelligentes. Le soir, il parle à mon ventre, raconte sa journée à notre fille, lui lit des livres pour enfants avec différentes voix drôles qui me font rire. Il est présent d'une manière qu'il ne l'était jamais auparavant, complètement engagé au lieu de juste suivre le mouvement. Je le vois devenir le père dont notre fille a besoin et le partenaire que j'ai toujours espéré qu'il pourrait être. 3 semaines plus tard, je suis en train de plier du linge dans le salon quand on sonne à la porte. Matteo est plus près de la porte, alors il répond pendant que je continue de trier de minuscules chaussettes de bébé. J'entends la voix de Linda sur le porche disant qu'elle veut juste parler, que cela a assez duré. La réponse de Matteo est calme et ferme. Il lui dit qu'elle viole notre propriété et qu'elle doit partir immédiatement. Linda commence à pleurer en disant qu'elle est sa mère et qu'elle mérite d'être écoutée. Matteo répète qu'elle viole la propriété et lui ferme la porte au nez. Je marche vers la fenêtre et regarde à travers les rideaux. Linda est debout sur notre porche, sanglotant avec les mains pressées contre la porte comme si elle essayait d'entrer de force. Elle reste là exactement 20 minutes pendant que Matteo et moi nous asseyons sur le canapé en silence. Finalement, elle retourne à sa voiture, monte et part. Matteo appelle immédiatement Maître Mercado et décrit ce qui s'est passé. Maître Mercado dit que c'est le modèle de harcèlement dont nous avons besoin pour demander une ordonnance de restriction. Le lendemain matin, nous allons au tribunal et remplissons les papiers. Nous apportons des copies de tous les SMS de Linda, la lettre menaçante, la documentation de son apparition à l'improviste. Le juge examine tout et accorde une ordonnance de restriction temporaire le jour même. Linda est légalement obligée de rester à au moins 150 mètres de nous et de notre maison. Quand nous arrivons à la maison avec l'ordonnance signée, je sens que je peux respirer correctement pour la première fois depuis des mois. La protection juridique me donne la tranquillité d'esprit que Linda ne peut pas simplement apparaître quand elle veut. 2 semaines après qu'on lui ait remis l'ordonnance de restriction, le père de Matteo appelle et demande s'il peut venir parler. Il arrive l'air fatigué et s'assoit à la table de notre cuisine avec un café qu'aucun de nous n'a fait assez fort. Il nous dit que Linda a effectivement commencé la thérapie après avoir reçu l'ordonnance. Son thérapeute essaie de l'aider à comprendre les limites et à assumer la responsabilité de ses actions. Mais selon le père de Matteo, Linda passe la plupart de ses séances de thérapie à blâmer tout le monde pour ses problèmes. Elle me blâme pour avoir monté Matteo contre elle, blâme Matteo pour avoir choisi sa femme plutôt que sa mère. Elle blâme le père de Matteo pour ne pas avoir soutenu sa relation avec Juliana. Elle refuse de reconnaître que ses propres décisions ont mené à cette situation. Le père de Matteo dit qu'il en a assez d'attendre que Linda change. Il a demandé le divorce la semaine dernière et a sorti ses affaires de sa maison pour les emmener dans son appartement. Il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui refuse d'assumer la responsabilité des dommages causés à sa propre famille. À 30 semaines de grossesse, je suis assise dans la chambre du bébé en train de plier encore des vêtements quand quelque chose change en moi. Je réalise que j'ai pardonné à Matteo pour son rôle dans tout ce désastre. Il a prouvé par des actions constantes pendant des mois qu'il nous a choisis, moi et notre fille. Il est devenu le partenaire dont j'avais besoin qu'il soit depuis le début. Il a posé des limites avec sa mère et les a maintenues même quand c'était difficile. Il m'a protégée quand j'étais vulnérable et a fait passer notre famille en premier.
Je ne dis pas que le passé n'a pas fait mal ou que j'ai oublié combien de temps il lui a fallu pour affronter Linda, mais je peux voir à quel point il a travaillé dur pour changer, pour être meilleur, pour construire la vie que nous voulons tous les deux. Ce soir, je dis à Matteo que je lui ai pardonné et il pleure en me serrant dans ses bras. Quelques jours plus tard, nous discutons des prénoms pour le bébé et Matteo suggère plusieurs prénoms de sa famille. Le prénom de sa grand-mère, le prénom de sa tante, des prénoms traditionnels qui ont une signification de son côté. J'écoute toutes ces suggestions et ensuite je lui dis que je veux appeler notre fille comme ma grand-mère. Elle s'appelait Rosa et c'était la femme la plus gentille et la plus forte que j'ai connue. Matteo reste silencieux une minute puis sourit et dit « Rosa, c'est parfait. C'est quelque chose de petit, mais cela semble important de commencer nos propres traditions familiales séparées de l'influence et des attentes de Linda. Nous déclarons notre indépendance vis-à-vis du dysfonctionnement qui a défini l'enfance de Matteo. Notre fille aura un prénom qui représente l'amour et la force, pas l'obligation et la manipulation. » Miguel appelle une semaine plus tard et propose de nous organiser une baby shower. Il dit qu'il veut faire quelque chose de spécial pour nous après tout ce que nous avons traversé. Il passe en revue la liste des invités avec nous soigneusement, s'assurant que chaque personne invitée nous a soutenus pendant la crise avec Linda. La baby shower finit par être plus petite que ce que nous avions prévu à l'origine, mais elle est remplie de personnes qui nous aiment vraiment et respectent nos limites. Violeta et Gonzalo viennent tôt pour aider à mettre la décoration. Carolina reprend l'avion. Le père de Matteo apporte des cadeaux bien pensés et raconte des histoires de Matteo quand il était bébé. Miguel décore avec des ballons roses et fait un gâteau de couche ridicule qui est plus grand que moi. Tout le monde là-bas sait à quoi nous avons survécu et célèbre avec nous non seulement le bébé, mais la famille que nous construisons, basée sur l'honnêteté et des limites saines. À 34 semaines, le père de Matteo demande s'il peut être dans la salle d'accouchement quand notre fille naîtra. Matteo et moi en discutons en privé pendant un bon moment. Nous convenons qu'il peut être dans la salle d'attente, mais seul Matteo sera avec moi pendant l'accouchement. Nous construisons la confiance avec le père de Matteo lentement, mais j'ai besoin de protéger mes moments les plus vulnérables avec soin. Il comprend complètement et dit qu'il est reconnaissant d'être inclus tout court. 4 semaines plus tard, exactement à 38 semaines de grossesse, je perds les os à 2 heures du matin. Matteo est tout ce dont j'ai besoin pendant le travail. Il est calme quand je panique. Il me soutient quand je suis épuisée, complètement concentré sur moi à chaque contraction. Il me tient la main et respire avec moi et me dit que je suis forte quand je ne me sens pas forte du tout. Après 14 heures de travail, notre fille naît en bonne santé, pesant 3,2 kg. L'infirmière la pose sur ma poitrine et elle est parfaite, absolument parfaite. Matteo sanglote en la portant pour la première fois, ses mains tremblant alors qu'il touche ses minuscules doigts. Il me regarde avec une pure joie sur le visage et me remercie de lui avoir donné ce cadeau, cette opportunité d'être le père qu'il a toujours voulu être. Le père de Matteo entre dans la chambre d'hôpital 1 heure plus tard et apporte un petit ours en peluche rose. Il demande la permission avant de s'approcher de mon lit et je hoche la tête parce qu'il n'a été que respectueux à tout moment. Il regarde notre fille dormir dans les bras de Matteo et ses yeux se remplissent de larmes. Matteo la lui passe avec précaution et son père la tient comme si elle était en verre. Il touche sa toute petite main et lui murmure qu'il la protégera du genre de manipulation dont il n'a pas su protéger Matteo. Il lui promet qu'elle grandira en sachant ce qu'est une famille saine, et je le crois, car ses actes sont en accord avec ses paroles depuis des mois. Il reste 20 minutes puis s'en va pour nous laisser nous reposer, et je me sens pleine d'espoir à l'idée de la voir dans la vie de notre fille. 3 mois ont passé et notre fille se porte à merveille. Elle dort mieux, grandit vite et Matteo est le genre de papa que j'ai toujours espéré qu'il serait. Notre mariage semble plus fort qu'il ne l'a jamais été avant que tout ce chaos ne commence. Miguel appelle toutes les quelques semaines pour prendre des nouvelles et mentionne que Linda continue sa thérapie, mais qu'elle n'a pas vraiment changé. Elle parle encore parfois de Juliana et me blâme pour tout ce qui s'est passé. Cela nous convient, car nous avons construit notre propre famille maintenant. Une famille fondée sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la manipulation et la culpabilité. Un soir, alors que nous regardons notre fille dormir, Matteo me dit qu'il est reconnaissant que toute cette crise ait eu lieu avant sa naissance. Il dit que maintenant, elle grandira dans un foyer où la manipulation n'est pas tolérée et où les limites ont un véritable sens.
Et je me rends compte qu'il a tout à fait raison. Nous avons pris quelque chose d'horrible et nous l'avons utilisé pour devenir de meilleurs parents et de meilleurs partenaires l'un pour l'autre.